Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo un petit peu plus tranquille que d'habitude parce qu'il y a des gros morceaux qui arrivent les semaines prochaines. Donc ici j'avais envie de faire une vidéo où j'allais un petit peu prédire mes futurs livres coup de cœur. Donc on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo avec le roman « Ceci n'est pas un fait divers » de Philippe Besson, publié aux éditions Julliard pour le grand format, et pour le format poche, il est sorti aux éditions Pocket. Le livre parle d'un sujet très compliqué, à savoir un féminicide, puisque nous suivons l'histoire de deux enfants dont la mère a été tuée par leur père. Et j'imagine qu'on va voir quelles sont les émotions qu'ils ont ressenties et comment ils tentent de faire leur deuil et de se reconstruire après cet événement traumatisant. Personnellement, j'aime beaucoup ce que fait Philippe Besson. J'ai déjà lu pas mal de livres de lui, mes préférés étant En l'absence des hommes, un roman sur une histoire d'amour fulgurante qui se déroule durant la Première Guerre mondiale et qui m'avait vraiment laissé sur les rotules. Pareil pour sa suite qui s'intitule Retour parmi les hommes, qui est franchement sublime. En revanche, je n'avais pas beaucoup aimé Un homme accidentel, que j'avais trouvé très mou, très creux, mais si vous souhaitez avoir mon avis complet sur ce roman, je vous renvoie à la vidéo qui est indiquée dans le petit i. Je suis vraiment curieuse de voir comment l'auteur peut traiter un tel sujet, comment il va narrer cette histoire qui est malheureusement celle de beaucoup trop de monde. Et je pense réellement que c'est l'un des auteurs les plus à même d'en parler, de trouver les mots justes, d'être précis, d'avoir de la retenue et de la pudeur, et de ne pas exposer ça avec cynisme et moult détails sordides. Si c'est bien réalisé, c'est exactement le genre d'histoire pour laquelle je peux avoir un coup de cœur. Je pense également que je peux avoir un coup de cœur pour Les Lendemains, écrit par Mélissa d'Acosta et publié chez Albin Michel. Les Lendemains raconte l'histoire d'Amande, une jeune femme qui souffre énormément et qui décide de partir en Auvergne afin de se reconstruire. Et dans la maison qu'elle habite, elle va tomber sur des calendriers horticoles et ça va lui donner envie de s'occuper du jardin abandonné, et peut-être même que ça va lui permettre un petit peu de guérir, de renaître et d'apprendre à vivre l'instant présent. Il y a quelques années, j'aurais fui ce genre de livre pensant que c'était pas fait pour moi, que je trouverais ça niais et faussement enjoué, mais j'ai eu un coup de cœur pour Une belle vie de Virginie Grimaldi et on n'a pas cessé de me vanter les qualités des romans de Mélissa d'Acosta, que ce soit celui-ci ou son tout premier roman qui est intitulé Tout le bleu du ciel. Alors je suis vraiment intriguée et je suis prête à vivre toute une palette d'émotions grâce à ce bouquin. Je pense que je ne peux que avoir un coup de cœur pour le roman La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielewski, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est un roman très difficile à résumer, donc je vais vous lire une partie de la 4e de couverture, qui dit donc ceci. Livre subversif, livre défendu. Le lecteur est prévenu et bien entendu tenté. Dans son introduction, Johnny explique comment il a trouvé un mystérieux manuscrit à la mort d'un vieil homme aveugle, décidé de le mettre en forme et de l'annoter de façon très personnelle. Le texte se présente comme un essai sur un film, le Navidson Records, réalisé par Will Navidson, un photoreporter lauréat du prix Pulitzer. Will, qui vient d'aménager avec sa famille dans une maison en Virginie, filme son installation, réalisant une sorte de home movie. Tout s'annonce bien jusqu'à ce qu'il découvre une pièce qui jusqu'alors n'existait pas. Passé l'étonnement, il se rend à une évidence troublante. La maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Navidson tente d'explorer les lieux, mais après avoir manqué de se perdre, il engage des explorateurs professionnels. L'horreur commence alors. Aussi bien pour les membres de l'expédition que pour le lecteur, lui-même égaré dans le dédale des notes qui envahissent les pages comme un lierre maléfique. Que cache la maison? Quel est ce grondement qu'elle émet de temps en temps? Pourquoi Johnny a-t-il ces cicatrices? Pourquoi le manuscrit de Zampano semble-t-il rendre fou? Ce résumé contient tout ce que j'aime.
Un concept original, une maison hantée, du mystère, et tout ça, ça me fait penser à un autre roman de l'éditeur pour lequel j'avais eu un immense coup de cœur, c'est La maison dans laquelle de Marianne Petrosian. La seule chose qui me retient de lire ce bouquin, c'est déjà sa taille. C'est un beau pavé de 668 pages, mais c'est surtout le fait qu'il demande une réelle attention et une dévotion de la part du lecteur. C'est impossible d'accrocher et d'aimer ce livre si on n'est pas attentif, concentré et prêt à donner de sa personne. Et forcément, j'ai envie de lire dans les meilleures conditions possibles, de pouvoir me plonger à 100% dedans, de pouvoir manipuler le livre comme je le veux pour pouvoir comprendre tous les mystères qui entourent cette maison des feuilles. Retour au roman contemporain, et je pense que je pourrais avoir un coup de cœur pour la saga de l'amie prodigieuse de Elena Ferrante, publiée aux éditions Folio pour le format poche et chez Gallimard pour le grand format. Je sais assez peu de choses sur ce livre et c'est volontaire. Tout ce que je sais, c'est que nous suivons l'histoire de deux jeunes filles vivant à Naples dans les années 50 et que toutes les deux sont issues d'un milieu socio-économique défavorisé. Toutefois, les deux héroïnes vont prendre des chemins radicalement différents en grandissant et on va voir un petit peu comment tout cela va influencer leur amitié. Plus le temps passe et plus je constate que mon intérêt pour cette saga ne cesse de grandir. Je pense que cela est dû au fait que mes goûts littéraires ont bien évolué ces dernières années, que le contemporain m'attire bien plus qu'auparavant et que je trouve mon compte dans des histoires mettant en scène des amitiés solides, des problématiques liées à la violence du monde, etc. En plus, dernièrement, j'ai entendu beaucoup d'avis très positifs sur cette saga, donc forcément, j'ai envie de me faire mon propre avis et, si possible, de rejoindre les rangs des personnes qui ont eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur en 2021 pour Les enfants des feuillantines, alors pourquoi pas pour le dernier roman de Célia Garino, à savoir Un bout du monde, qui est édité par la maison d'édition Sarbacane dans leur collection Exprime. J'avoue avoir ajouté ce roman directement dans ma wishlist sans même avoir lu le moindre résumé, tout simplement parce que c'est Célia Garino et qu'elle pourrait écrire sur des moustiques que je trouverais ça intéressant. Mais bref, de ce que j'ai pu lire, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon de l'ASE qui passe de foyer en foyer sans jamais réussir à trouver sa place et on décide de lui accorder une toute dernière chance dans un foyer perdu en pleine campagne qui s'appelle donc Un bout du monde. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de pouvoir me procurer ce roman et de découvrir une nouvelle histoire pleine de vie et hyper solaire imaginée par Célia Garino. En plus, comme pour Les enfants des feuillantines, l'autrice a l'air de parler de foyer, de maison comme d'une entité bienveillante dans laquelle on peut se construire ou se reconstruire. Et bon, tout ça me donne bien envie de faire une vidéo sur les maisons dans la littérature, donc affaire à suivre. Pour en revenir à ce roman, ça a l'air pétillant, mais juste et sensible, et j'espère donc avoir un coup de cœur pour cette histoire. Poursuivons avec un classique de la littérature et pas n'importe lequel. Martin Eden, écrit par Jack London et publié aux éditions 10-18, mais vous pouvez également retrouver ce roman chez Folio ou encore chez Libretto. Nous suivons l'histoire d'un jeune homme nommé Martin Eden qui décide par amour de se cultiver et de devenir écrivain, mais malgré le travail acharné de notre protagoniste, celui-ci aura bien du mal à connaître la gloire et à se faire un nom dans le milieu, jusqu'à ce que tout change, mais bien sûr, il sera déjà trop tard. C'est une vidéo de la youtubeuse Lemon June qui m'a donné envie de lire ce classique, vidéo qui a déjà 8 ans. Mon envie de découvrir ce roman est toujours intacte malgré le fait que je ne le trouve pas en bibliothèque et que j'ai du mal à me procurer la version que je souhaite puisque le livre a été traduit par plusieurs traducteurs, donc forcément le style peut être un petit peu altéré en fonction du traducteur choisi. En dehors de cela, je n'ai entendu que de bons avis sur ce roman, soulignant le fait que c'est un classique très abordable et qui contient une histoire vraiment passionnante. Donc oui, 8 ans après, je suis toujours persuadée que Martin Eden sera un coup de cœur pour moi et je rêve vraiment de lire ce classique. Je vais vous parler ensuite de L'été où tout a fondu, écrit par Tiffany McDaniel et publié chez Gallmeister.
Dans ce roman, nous sommes plongés dans l'Ohio des années 80. Une terrible canicule s'est abattue sur la petite ville où se déroule l'intrigue, et c'est dans ce cadre que le procureur Autopsy Bliss invite le diable à venir dans cette petite ville. Toutefois, le diable va arriver et il va prendre une forme tout à fait inattendue. Je n'en dirai pas plus, mais avec les 2 coups de cœur que j'ai eus pour Betty et après pour son dernier roman Du côté sauvage, je suis absolument persuadée que L'été où tout a fondu ne peut être qu'un coup de cœur lui aussi. Allez, je vous donne une dernière prédiction pour la route avec le roman de Marie Vareille, La dernière allumette, qui est donc publié chez Charleston. Je ne saurais pas forcément expliquer le résumé, donc par facilité, je vais lire celui qui est présent sur Livre Addict. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Ce ne serait pas le premier roman que je lis de l'autrice, j'avais déjà découvert La vie rêvée des chaussettes orphelines, qui était un très chouette roman, bien plus profond que ce qu'il n'y paraissait. Et j'avais envie de creuser un peu plus l'œuvre de cette autrice, et plus particulièrement celui-ci qui a reçu un tas d'éloges, un tas de commentaires très positifs, que ce soit pour le roman en lui-même ou pour sa version audio, qui, si je ne dis pas de bêtises, a même reçu un prix. Donc, je pense sincèrement qu'il y a matière à ce que ce soit un coup de cœur. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos propres prédictions de coups de cœur. Je serai ravie d'en discuter avec vous dans l'espace des commentaires. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et ce qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.